Bon vendredi 16 octobre, bienvenue à cette dernière édition du Balado du Centre-Ville. Et c'est quand même assez bizarre de dire dernière édition du Balado du Centre-Ville, un 16 octobre, parce que cette saison-là, donc du Balado du basketball à RDS, s'est amorcée le 18 octobre 2019. Donc, ça fait un an. Et là, pour cette dernière, vraiment, là, on a sorti le budget. Et Dieu sait qu'on a du budget au balado du centre-ville. Donc, on fera cette édition à 5. Donc, Alexandre Tourigny en compagnie de mon co-animateur, évidemment, Maxime Boudreau. Également, Mathieu Jolivet, William Archambault, ainsi que Mika Guerrier. Et on a invité également notre cher Peter Yiannopoulos. Hey, Peter. Peter, t'as pas l'air de bouger trop, hein? Dis-moi, non. T'es-tu encore en train de dire que MJ, c'est le GOAT? LeBron, avec son 4e championnat, c'est peut-être le GOAT maintenant? Quelque chose à dire? Ah, et Peter qui ne répond pas. Non, Peter qui n'est tout simplement pas là. Mais et surtout, William, on a choisi la meilleure photo pour représenter adéquatement Peter Yiannopoulos. Et évidemment, Peter ne peut être avec nous aujourd'hui, mais on tenait à ce qu'il soit quand même avec nous. Il est avec nous en passé, assurément. Messieurs, si vous voulez bien, on va amorcer cette dernière édition du balado du Centre-Ville de la saison 2019-2020. Et à tout seigneur, tout honneur, je dois donner la parole au producteur du basketball de la NBA à RDS. Vous le connaissez comme descripteur du basketball. Et peut-être que vous ne savez pas à la maison que Mathieu Jolivet donc, a une double tâche, porte également le chapeau de producteur. Et Mathieu, j'aimerais peut-être que tu nous traces un bilan de cette saison 2019-2020 qui a été exceptionnelle du côté de RDS et qui a été, ma foi, très longue et très bizarre aussi avec la COVID-19 finalement. Oui, Alex, longue, bizarre, c'est des bons choix de mots, unique. Je vais atterrir sur le terme unique, de faire une saison qui se termine 12 mois après son début, avec une longue pause. J'ai calculé presque 100 matchs sur nos zones cette année si tu combines la portion de saison régulière avant la pandémie, suivi de 63 matchs en 74 jours, une fois que les activités ont repris en banlieue d'Orlando. Pour nous, ça, c'était inédit. On a vraiment trippé. C'est le cas de le dire. On a eu beaucoup de bons feedbacks. Alors, ça ne sera pas comme ça chaque année. Je pense que la saison prochaine ressemble. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Super content que Meeker se soit rajouté en cours de saison. Charles Dubébret, avec moins de responsabilités à Toronto, a pu en faire plus avec nous. Évidemment, Will, Max et Peter, c'est de l'acquis. Les gars sont solides. Et toi et moi, on s'est divisé la description. Honnêtement, il y a eu 2 moments à partir de la pandémie où je me suis dit, OK, c'est fini, on ne se rendra pas à la fin, il n'y aura pas de champion cette année. Donc, avant qu'ils déterminent clairement, OK, on va faire la bulle, voici ce que ça va coûter. Tout le monde embarque, les joueurs, l'association des joueurs, les propriétaires, tout le monde est prêt à y aller. Ça a été un peu stressant en se disant, OK, ils vont peut-être pas revenir, ça n'a pas vraiment de sens, mais ils ont été les premiers à faire une bulle et elle a été exécutée avec grand succès. Et l'autre moment, c'est quand il y a eu les événements au Wisconsin. Et là, les Bucks ont décidé, on ne joue plus. Pour l'instant, en tout cas, et là, les autres équipes se sont rencontrées. On entendait que les Lakers, les Clippers n'avaient plus envie de jouer. Et là, il y a eu toutes sortes de discussions. Barack Obama est embarqué dans le décor, a parlé à Chris Paul et LeBron James et compagnie. Et avec tout ça, on a réussi à avoir une fin de saison. Donc, simplement d'avoir un champion couronné sur nos zones dimanche, là, ça, pour moi, c'est une grande réussite. Et ce que les gens à la maison, peut-être, ne savent pas, c'est que oui, c'était un véritable marathon à la fin de 63 matchs en 74 jours, mais tout le monde ici présent, on est père de famille, on a un emploi à temps plein également, donc il faut qu'on ajoute à ça tous les matchs de la NBA, donc ça faisait de longues journées. C'est un marathon qui s'est terminé, j'avais la langue pratiquement par terre, mais c'était tellement plaisant d'avoir la chance de décrire les matchs, messieurs, en votre compagnie. On a accueilli également, lors de la saison 2019-2020, un petit nouveau. Bon, un petit nouveau, je sais encore. Je pense qu'avec Charles Dubébret, on est peut-être les 2 plus petits en termes de taille là, sur les matchs de la NBA à RDS et RDS2. Mais on a accueilli donc Mika Guerrier comme chroniqueur, mais comme descripteur également. Mika, je sais que tu as eu la chance d'écrire un match
en séries éliminatoires. Qu'est-ce que ça représente pour toi de t'être rejoint à cette grande équipe du basketball de la NBA à RDS? Ben, je suis content que tu en parles, Alex, parce que quand vous dites que vous aviez la langue à terre, oui, vous aviez tellement la langue à terre que j'ai dû venir en relève une fois. Mais tu sais, c'est normal là, avec le nombre de matchs. Puis le nombre de matchs, on l'a réalisé vraiment la semaine dernière lorsque Mathieu en a parlé du nombre de matchs en si peu de jours. Tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de journées de pause à travers tout ça. Puis quand on est dedans, on s'en rend pas compte. On est constamment dans l'action. On est toujours en train de penser à la prochaine partie, la prochaine émission, la prochaine chronique. Puis on ne sent pas ce sentiment-là de vague qui nous submerge. On le sent après quand c'est terminé. Puis c'est lundi c'est lundi en fait que je me suis assis puis j'ai regardé ça avec un peu de recul puis je me suis dit wow, quelle période on vient de vivre, une période exceptionnelle, tant au niveau des matchs, la période où on pensait peut-être pas que la saison allait se terminer. Mathieu l'a dit à deux moments, on s'attendait à ce que ça peut-être qu'on ferme la saison comme ça, sans champion. Donc, pour moi, de me joindre à l'équipe, c'était un privilège d'arriver comme ça en fin de saison, juste avant les séries éliminatoires. En fait, je suis arrivé pour les séries éliminatoires. C'était pas prévu. Si tout s'était passé comme prévu, j'aurais peut-être été là de temps en temps pour la saison. Puis on commencerait là, à peu près. Fait que, c'est pas du tout un été comme je l'avais prévu. Puis deuxièmement, c'est de voir à quel point le basketball prend de la place dans le monde médiatique québécois présentement. Parce que vous le savez tous, messieurs, vous êtes tous impliqués dans le basketball depuis très longtemps. Alex, tu as décrit à l'UQAM pendant une décennie complète. Max, tu as joué au basket. Même chose pour toi aussi, Mathieu. Tu as joué, tu es producteur en ce moment. Will, tu as joué aux États-Unis. Peter, ça a été un coach. Moi, j'ai joué au secondaire, puis je suis le basket depuis très longtemps. Puis j'ai jamais senti cet engouement au Québec pour le basketball et de voir que ça part vraiment de la base. C'est pas juste une lubie de se dire « Ah, ça a marché à Toronto, ça marche au Canada, on pourrait amener une équipe à Montréal. » Non, c'est plus que ça, c'est vraiment la base. Les gens qui jouent au basket, qui sont impliqués depuis longtemps, finalement, il y a un peu de lumière sur eux. Finalement, on reconnaît à quel point il y a du talent puis à quel point c'est un sport important à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire et nord-américaine, mais aussi à l'échelle locale. Et ça, pour moi, c'est probablement la chose la plus réjouissante de me dire « Aïe, aïe, je fais partie d'une grande équipe de description en français, en Amérique du Nord, d'un sport majeur. » Pour moi, je n'aurais pas pu demander rien de mieux, en fait. Tu as été trop gentil, Alex. Ta première question à Meeker était trop facile. On n'a pas été assez chien avec lui. Il n'y avait pas avoir une courbe d'initiation de recrue. Vas-y, Mathieu. Meeker, fais-nous donc un top 7 là, comme ça au hasard de tes plus grands changements de règlement des 20 dernières années puis la signification. Tu sais, quelque chose de vraiment tough là, qu'on te lance du champ gauche. Là, des changements majeurs, mais... Non, c'était vraiment le fun de te rajouter à l'équipe, Meeker. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié, sérieusement. Puis moi, j'ai jamais avec toi lors de ta première description, Meeker. C'était vraiment cool. Ben, c'est ce que j'allais dire. Fait du bon travail pendant ce match-là. J'ai même pas répondu à ça, en fait, parce que pour moi, c'était tellement surprenant déjà qu'on me demande de le faire. Puis au départ, puis Mathieu peut vous le confirmer, mon réflexe aurait été de dire non. Puis là, je me suis dit, ben non, anyway, je vais le regarder le match, puis je vais commenter pendant le match. Fait que je vais le faire avec Will en studio, puis je suis content que ça a bien été. J'en ferai peut-être pas une carrière, mais si vous êtes mal pris, messieurs, ça va me faire plaisir de prendre la relève. Il n'a pas dormi pendant 48 heures, il ne t'offrait pas la run, Alex. Je ne suis pas trop inquiet. Max, souviens-toi, au mois de mars, on a eu, je ne sais pas si c'est une chance ou la malchance, de faire le dernier match sur les ondes de RDS avant la pause en raison de la COVID. Ce moment bon, c'était Jazz contre Raptors. Justement, parlons de cette fameuse bulle qui a commencé plus de 4 mois à la suite de l'arrêt des activités au mois de mars. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce concept de bulle-là, finalement? Écoute, c'est sûr, là, je me souviens la première fois qu'on a parlé de la bulle, c'est quand on était... on avait fait une émission spéciale là, à la mi-temps d'un match Jazz contre les Bulls suite au documentaire de Last Dance. Puis, on demandait à notre insider, là, Peter, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que la saison est finie ou pas? Puis il a dit non, ils sont en train de parler d'une bulle qu'ils veulent faire à Orlando.
ma première pensée, c'est dit, ça va pas tenir, c'est quoi cette histoire-là à Walt Disney? Tu pourras pas enfermer des joueurs pendant X nombre de mois sans qu'ils voient leur famille. Puis en plus, c'était en Floride où c'était un État là, extrêmement chaud, qui avait des cas COVID à pu finir. Mais écoute, on est rendu au mois d'octobre. La bulle a été un franc succès. Ça a été étanche à 100%. On a eu quelques histoires de joueurs qui sont sortis aller faire des activités extracurriculaires, on peut dire Lou Williams. Mais sinon, on salue Lou Williams, ça a été un franc succès. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est dans tous les autres sports, on a eu une bulle, mais on dirait qu'au basket, on avait une certaine proximité, qu'on était vraiment plus proche du terrain. On avait des différents angles de caméra qu'on n'avait pas dans des matchs. On avait aussi, à chaque fois qu'il y avait un arbitre qui faisait un appel, il venait au table board pour parler. Tu pouvais entendre exactement c'était quoi. Puis c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Mais c'est sûr que pour avoir fait je m'ennuie des partisans, je m'ennuie d'avoir un avantage sur le terrain, mais au moins on a eu un super beau cadeau en termes qu'on a été capable de décrire autant de matchs, puis on a eu du bon basket, là. Il y a eu du basket, des performances relevées. Les Raptors, on aurait voulu qu'ils se rendent plus loin, mais ils se sont quand même rendus assez loin. Des performances des joueurs canadiens, Jamal Murray en tête, qui était hallucinant là, contre la première série contre le Jazz. Donc, sur le terrain, le produit était parfait, mais c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça voir des fans et j'ai hâte que la prochaine saison commence, mais j'ai hâte qu'on ait des fans là, dans les arènes. William, donc pour les Lakers, un 17e titre, donc maintenant à égalité avec les Celtics de Boston au premier rang de l'histoire pour le plus grand nombre de championnats de la NBA. LeBron James avec un 4e titre en 10 finales. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce championnat des Lakers? Est-ce qu'on devrait mettre un astérisque ou c'est peut-être même un astérisque pour dire que c'est le championnat peut-être le plus difficile de l'histoire, compte tenu que c'était dans une bulle, dans des conditions, je dirais, au niveau mental, excessivement difficiles? En fait, j'en ai fait mention lors du dernier match. C'était peut-être mon dernier commentaire suite à LeBron James qui a obtenu le Larry O'Brien Trophy dans ses mains. Beaucoup de gens, en début de crise ou en début de la reprise des séries éliminatoires, se disaient mais regarde, va absolument mettre un astérix là-dessus. La saison a été écourtée. Il y a certaines équipes qui ont le momentum. Ça va être une série éliminatoire qui va donner avantage à certaines équipes. En fait, quand on prend un pas de recul dans tout ça, on réalise que c'était une situation extrêmement difficile pour les joueurs. On a entendu parler de certains joueurs qui ont eu des problèmes en termes de dépression, le fait d'être loin de leur famille, de changer leurs habitudes, de se concentrer seulement 100% sur du basket, tandis qu'habituellement, ils peuvent passer du temps avec leurs amis, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire lorsqu'ils étaient dans la bulle. En plus de ça, on a des situations où est-ce qu'on a des mesures sanitaires extrêmement très, très, très importantes à suivre, qui, si jamais on déroge, il va avoir un impact majeur, non seulement pour que la Ligue continue à opérer, mais aussi qui peut avoir un impact majeur sur les finances de la Ligue en général. Donc, en prenant tous ces arguments-là en considération, moi, je te dirais que oui, si jamais on met un astérix, c'est pour démontrer que c'est possiblement le championnat le plus difficile à avoir décroché, surtout du côté du fait que ça fait 1 an que cette saison a commencé. Puis en même temps, regarde, on a eu 3 à 4 mois d'attente entre le moment où est-ce qu'on a arrêté la saison, mis la saison en arrêt et qu'on a redébuté le tout. Les joueurs ont dû prendre le temps de se remettre en forme physique. Et on n'a pas eu beaucoup de blessures en début de la reprise. C'est quelque chose qui était quand même assez incroyable, mais pour des joueurs professionnels, de s'arrêter pendant 4 mois de temps et de repartir à tellement un haut niveau comme ça, c'est extrêmement dur, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Donc, c'est vraiment, je donne chapeau, 1, à la Ligue d'avoir été capable de réussir ça et 2, aux Lakers d'avoir gagné un championnat dans une année extrêmement difficile. Et juste rajouter là-dessus, parce que je veux rebondir sur ce que Max et Will viennent de dire, c'est très pertinent.
il n'y en aura plus jamais de bulle. OK? Parce que basé sur ce que ça coûte trop cher. Basé sur le feedback des joueurs qui sont sortis de la bulle LNH à Toronto-Edmonton puis de la bulle NBA Orlando, ils ont tous dit que c'était important de le faire, c'était important de préserver les revenus, c'était important de garder notre ligue sur la map, mais on ne veut plus jamais revivre ça. J'écoutais un podcast hier avec Jared Dudley des Lakers qui disait que c'était comme une prison de luxe. Je ne vais pas me plaindre, j'ai eu un très bon salaire pour aller là, mais on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas au début sortir de notre chambre d'hôtel. On pouvait... t'es isolé. Oui, tu avais un feeling un peu campus universitaire des fois, là. Que LeBron n'avait jamais vécu, en fait, parce qu'il avait sauté son expérience universitaire. Mais tu avais aussi ce campus-là. Ben, écoute, oui, dans le sens que j'irais là me faire payer une coupe de millions, moi aussi, c'est sûr. Mais mon point, c'est les joueurs ne voudront rien savoir de retourner là et la Ligue non plus veut rien savoir. On veut ramener les fans graduellement, revenir avec ces revenus-là aussi. Le basket a été à un très haut niveau. Hein. Comme Will dit, ça a permis aux gars de focusser ensemble. Il n'y avait pas de voyagement. Il y avait un élément très, très stratégique. À chaque game, l'intensité était vraiment forte. Mais des bulles, là, comme on a vu, vous n'en verrez plus jamais. Puis un autre point que je trouve important aussi, lorsqu'on parle de la bulle puis le championnat, est-ce qu'on met un astérisque à côté du championnat des Lakers? Ça a été le championnat le plus difficile à remporter aussi parce que le fait qu'il n'y ait pas de partisans, il n'y avait pas d'avantage du terrain. Puis toutes les équipes de la NBA, on se le rappelle, ils se battent pour terminer parmi les 4 premiers et très souvent finir premier de leur division ou de leur conférence. Pourquoi? Pour avoir l'avantage du terrain, pour que dans les matchs difficiles, les matchs 5 puis les matchs 7, bien, on ait cet avantage du terrain-là. Et ce que les experts disaient, la plupart des observateurs disaient avant la bulle du hockey puis du basket, c'est que ça va avantager qui, le fait qu'il n'y ait pas de partisans? Les équipes qui sont négligées. Donc, c'est pas pour rien qu'on a vu une équipe comme Miami, entre autres, réussir à battre les Bucks. Pas convaincu qu'ils auraient battu les Bucks si les 2 premiers matchs avaient eu lieu à Milwaukee. Et de voir les Lakers remporter ce championnat-là contre toute l'adversité. N'oubliez pas que les Lakers faisaient partie des 2 équipes qui ne voulaient plus jouer. Tu sais, LeBron est sorti de la réunion. Il y a les joueurs des Clippers l'ont suivi. Puis il est quand même revenu. Il a réussi à remonter son niveau de jeu au niveau qu'il fallait pour remporter ce championnat-là. Bon, vous allez me dire que les Clippers l'ont aidé. Ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tout ça, ça fait rien qu'ouvrir la porte à un autre débat. Et je sais que Will va être bien content. Je sais qu'on va en parler éventuellement puis qu'on va continuer à en parler pendant des années. Est-ce que LeBron est le plus grand? Vous connaissez ma réponse. J'ai bien hâte qu'on en parle à un moment donné, mais je ne me mouillerai pas tout de suite. Mais ma réponse est claire là-dessus. Donc, messieurs, j'aimerais qu'on bascule maintenant du côté des Raptors de Toronto, qui ont terminé 2e dans l'Est avec une fiche de 53 et 19. Une élimination en 7 matchs aux mains des Celtics de Boston en 2e ronde. Quel bilan, peut-être à commencer par Max Boudreau. Max, quel bilan tu traces de la saison des Raptors de Toronto en incluant les séries éliminatoires? Il faut se rappeler qu'avec la perte de Kawhi, moi, je pense que le bilan des Raptors est au-delà des attentes parce que, à part peut-être les joueurs qui sont encore dans l'uniforme des Raptors puis les membres des entraîneurs, il n'y a personne qui voyait les Raptors finir 2e dans l'Est et avoir autant de succès qu'ils ont eu. Ils ont eu plus de victoires cette année sans Kawhi que l'année passée avec un Kawhi. Donc, moi, je pense que c'est une super bonne saison pour eux. Cependant, leur fenêtre rapetissée au jour le jour parce que, écoute, on a des joueurs qui vieillissent d'un côté, on a des joueurs autonomes qu'il faut re-signer. Tu as la masse salariale qui ne bougera pas, c'est sûr, avec l'année qu'on a eue. Donc, il y a plusieurs décisions qui doivent être prises pour Messiah et Bobby Webster, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos joueurs l'année prochaine. Donc, je pense que côté saison régulière, on a été au-dessus des attentes de tous les panélistes ici, les analystes qu'on a. On pensait que oui, les Raptors allaient faire 2e dans l'Est. Et après ça, ils ont fini 2e dans l'Est. Et là, on a eu des attentes élevées en se disant ils vont sûrement se rendre jusqu'en finale, au moins de conférence, contre les Bucks. Et eux et les Bucks ont perdu au 2e tour. Donc, moi, je pense qu'en gros, les Raptors ont bien fait, mais je pense qu'on aurait pu faire un peu meilleur en série. Will, pour toi, l'avenir des Raptors de Toronto à très court terme, dans 1 an,
Est-ce que tu sens que les Raptors sont sur la pente ascendante par rapport à cette saison ou si ça risque d'être plus difficile à compter de la saison prochaine? Mais le pire, c'est que on s'est posé la question en début de saison, après le départ de Kawhi Leonard. On s'est dit, ben là, il va falloir probablement se débarrasser de certaines pièces. On va échanger Kyle Lowry, peut-être recommencer avec des jeunes joueurs. Marc Gasol, ben, peut-être qu'il va être bien. C'est un contrat qu'on va pouvoir donner en liquidation à une autre équipe pour aller chercher des jeunes choix de repêchage. Finalement, on s'est dit, ben, on va voir comment les mois avancent, si les Raptors performent bien au fur et à mesure que la saison avançait. On s'est rendu compte que les Raptors ont terminé étaient probablement une des deux meilleures équipes de la conférence de l'Est pendant toute la saison régulière. Donc, on a décidé de rester avec le noyau qu'on avait. C'est la même question qu'on se pose cette année-là. C'est sûr et certain qu'on a entendu que Marc Gasol va quitter les Raptors, va s'en aller en Europe. On ne sait pas ce qu'il va faire, prendre sa retraite ou jouer avec une équipe européenne. Là, après, ça reste à dire comment on fait pour remplacer Marc Gasol, qui était quand même un joueur important côté défensif, surtout quand on joue contre des équipes avec des plus grands joueurs des centres, mais a été quand même un joueur qui nous a donné du trouble à certaines reprises avec son manque de constance offensivement. Et des fois, quand on avait des alignements un peu plus rapides, comme on a vu avec les Celtics, Marc Gasol ne pouvait pas être sur le terrain. Donc, on se pose la question, comment on fait pour remplacer Marc Gasol? Est-ce qu'on signe un Chris Boucher? Est-ce qu'on va chercher un autre joueur de concession qui est solide au milieu? Kyle Lowry, on sait qu'il est là encore pour un petit bout de temps. On a Pascal Siakam qui vient de signer son extension qui va débuter l'année prochaine. On va aller chercher un joueur comme Giannis Antetokounmpo potentiellement en 2021. D'après moi, les Raptors vont rester compétitifs pour la prochaine année, c'est sûr et certain, parce qu'on veut attirer un joueur comme Giannis ou peut-être un autre joueur agent libre. Mais après la saison 2020-2021, là, ça va être une grande décision du côté de Masai Ujiri, Bobby Webster, de décider ce qu'on va faire avec l'équipe. Est-ce qu'on se recommence à zéro et on refocus, je te dirais, l'équipe alentour d'un joueur comme Pascal Siakam? Ce qui est aussi important à prendre en considération, qu'est-ce qu'on fait avec un Fred VanVleet? Plusieurs équipes vont vouloir le re-signer. Si on n'est pas capable de re-signer Fred VanVleet, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un joueur pour le remplacer? On sait que les Raptors ont eu beaucoup de succès en ayant des francs-tireurs alentour d'un Pascal Siakam qui a eu des difficultés, lui, de son côté, de réussir des tirs à l'extérieur tout au long de la saison régulière. Donc, si on perd Fred VanVleet, il faut aller chercher un autre franc-tireur. Donc, vraiment, tout va dépendre des prochaines actions de Masai Ujiri, aussi Bobby Webster. Mais d'après moi, on va rester compétitif, au moins pour la prochaine saison, pour attirer du talent tel que Giannis Antetokounmpo. Kawhi Leonard est disponible à la fin de la prochaine saison? C'est pas un bon Kawhi Leonard, Paul George, je sais pas, là. Mathieu, est-ce que tu sens que la popularité du basket au Québec dépend un peu du succès des Raptors de Toronto, où on est vraiment passé à un autre niveau cette année? Parce qu'on se souviendra à quel point le basket est devenu très, très, très populaire il y a un an lors du championnat des Raptors. Mais est-ce que tu sens que justement la popularité du basket au Québec dépend un peu du succès des Raptors? C'est une bonne question, Alex. Les codes d'écoute nous disent que, bien, évidemment, les Raptors en finale puis les Lakers qui affrontent le Heat en finale, c'est pas les mêmes chiffres. Mais il y a une base qui est là maintenant qui n'était pas là avant. Fait que dans cette optique-là, je suis doucement optimiste. C'est un travail de longue haleine, mais je pense que, comme Meeker a dit en début d'émission, ça va bien dans ce département-là. Le Québécois moyen qui aime le sport ou qui aime le basket ou qui joue au basket jeune puis qui a décroché, parce que ça, c'est souvent un message qui nous revient sur les médias sociaux. J'avais pas vraiment suivi la NBA depuis une vingtaine d'années. Les Raptors m'ont fait embarquer. J'aime ça, vous écoutez RDS. Alors, j'ai rembarqué. Ça, pour nous, c'est les messages qui valent de l'or puis c'est là-dessus qu'on bâtit. Je pense que quand les Raptors font un petit bout de chemin en série comme cette année puis après ça, ils disparaissent, mais il y a encore du gros basket puis il y a des gros joueurs comme LeBron James qui sont là. Il y a de l'intérêt, puis ça, c'est positif pour les prochaines années. Tu regardes également les joueurs vedettes en général dans la Ligue, il y en a plein là, qu'on va suivre la saison prochaine. Puis là, d'ailleurs, c'est un peu ça le défi des Raptors, c'est de constamment se renouveler parce qu'ils ont une bonne base, ils ont gardé Nick Nurse à long terme. Siakam va être meilleur que ce qu'il a montré en série, c'est sûr, il faut qu'il retrouve sa confiance, mais il est encore jeune. Mais tu regardes le portrait dans l'Est et dans l'Ouest pour la saison prochaine, puis c'est pas évident, là. Parce que là, tout d'un coup, à Brooklyn, tu as Steve Nash qui va diriger Kevin Durant, Kyrie Irving, Caris LeVert.
ça va être une équipe sérieuse pour la suite des choses. Miami a l'air solide avec Adebayo et Hero pour les prochaines années. Boston va être encore bon avec Tatum et Brown. Milwaukee va être encore dans le coup. Tu regardes dans l'Ouest avec les Lakers, les Clippers, les Nuggets qui vont être très bons. Les Warriors vont être de retour. C'est pas évident de se renouveler, mais je pense que la force des Raptors, puis là où je pense que Masai Ujiri, Bobby Webster et tous les états-majors se rabattent, c'est de dire oui, on va essayer de garder nos gros noms. Oui, on va essayer de garder Van Vliet pour 4 ans, Ibaka pour encore 2 ans, avoir notre noyau. Mais il faut qu'on continue de développer des gars non repêchés, des gars de deuxième ronde, des gars comme Terrence Davis qu'on a vu cette année qui doit faire un autre pas. Peut-être que Chris Boucher, on le ramène pour un autre 2 ans, on lui donne la place de réserviste à Ibaka comme centre, puis il commence à prendre son envol. Paul Watson n'a pas joué beaucoup en série, mais c'est un gars qui ont développé dans la G-League avec l'aide de Charles Dubébret. Puis moi, j'ai trouvé super intéressant, bon gabarit, athlétique, capable d'attaquer l'anneau. S'il continue à trouver ces gars-là, à développer ces gars-là comme 8e, 9e homme qui prennent de plus en plus de place, ils vont demeurer en série compétitifs année après année. Moi, c'est là-dessus que je me rabats. Maker, quelle est peut-être ta surprise du côté des Raptors de Toronto et ta déception de la saison 2019-2020? Avant de répondre à cette question-là, juste faire un peu de surf sur ce que Mathieu disait, puis par rapport à ta dernière question sur la popularité du basket, je pense qu'on a un rôle aussi à jouer, tous les 6, ainsi que les autres journalistes sportifs au Québec. C'est que, oui, les Raptors sont une porte d'entrée vers le basket, vers la NBA, vers peut-être un nouveau sport ou un retour à un sport que les téléspectateurs et les consommateurs de sport connaissaient déjà, mais je pense qu'on a un rôle à jouer aussi de raconter des histoires. Moi, avant d'être avec vous, lorsque je vous écoutais, lorsqu'on échangeait sur les réseaux sociaux, ce que je trouvais intéressant et qui m'allumait, c'est toutes ces histoires justement dans la NBA dont on vient de parler, les équipes, les changements d'équipe, les changements d'entraîneurs, etc. Ça devient intéressant même pour le fan de sport moyen qui ne connaît pas le basket. Il peut comprendre les enjeux puis il peut se transposer dans ces enjeux-là et dans ces histoires de basket. Ça demeure des bonnes histoires de sport. Et moi, je le dis toujours, que ce soit dans le sport, en politique, en culture, en économie, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Donc, je pense qu'en continuant à raconter, puis le basket, comme on le fait, on va aider. Puis il ne faut jamais sous-estimer aussi le plaisir, le bonheur, mais aussi la convivialité de regarder le sport dans sa propre langue. Au Québec, on a un microcosme particulier, mais c'est important de le reconnaître, puis c'est important aussi d'investir dans le sport, dans la diffusion du sport, et ça, RDS le fait très bien, de se dire, OK, le basket n'est peut-être pas rendu là où on aimerait, mais on est en train de se rendre là, puis nous, on va participer à ça, puis on va participer à l'essor du basketball au Québec, puis ça marche. Puis aussi, pas sous-estimer le fait de voir des Québécois sur le terrain. Moi, quand j'entends parler de Lou Gunsdor, je reconnais mes amis avec qui je joue au basket. Je reconnais les meilleurs gars du court. On jouait à Parkex ou qu'on jouait sur Saint-Laurent dans la petite Italie. Tu reconnais ces gars-là puis tu fais comme « Ah, mon Dieu, lui va aller loin ». Bien, aujourd'hui, c'est vrai, c'est tangible. Quand je vois des Chris Boucher, je pense à tous ces gars que quand j'ai vieilli, on regardait puis qui se disaient « Hey, moi, je veux me rendre dans la NBA ». Puis qui sont restés à l'école en restant accrochés à cet espoir-là. Bien, aujourd'hui, ils ont un exemple, ces jeunes-là, en disant « Hey, Chris Boucher l'a fait, moi aussi, je peux le faire ». Fait que tout ça, je pense que ça aide à la popularité du basketball. Puis c'est en train de se consolider. Puis je pense que c'est juste le début. Pour ce qui est des Raptors, je vais y aller rapidement parce que je parle trop. Là, je suis hyper enthousiaste, comme vous pouvez le voir. J'ai l'enthousiasme de la recrue. Je pense que la déception pour moi, ça a été vraiment Pascal Siakam cette année dans la bulle. Pas le Pascal Siakam de la saison. Ça a été dans la bulle et on parlait un petit peu plus tôt de la bulle, des difficultés, des breakdowns, comme on dit en anglais, ou peut-être le moral à casser chez certains joueurs. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui est arrivé à Pascal Siakam. Est-ce qu'il a cassé moralement dans la bulle? Peut-être. Donc, j'ai bon espoir de le voir revenir l'année prochaine, d'être plus solide, mais je ne suis pas sûr que c'est le joueur sur lequel on pouvait bâtir cette année, surtout en séries éliminatoires. Je suis surpris de voir Nick Nurse être aussi patient avec lui. Pour ce qui est de la surprise, bien, c'est la tenue de l'équipe de manière générale. Dans l'année, c'est incontournable. Tout le monde avait barré de sa liste se rendre en finale de la NBA ou en finale de conférence pour les Raptors cette année. De les voir terminer deuxième, moi, je les avais classés à peu près peut-être cinquième au mieux cette saison. Et même cinquième, c'était très, très généreux là, parce que je croyais que cette équipe-là était bien dirigée. Mais de les voir terminer deuxième. Et Boston, ça a été en 7. Hein? Ça a été en 7 et les Raptors auraient pu gagner. Et le
je spécule, mais je pense qu'ils auraient pu battre Miami. Je regarde comment Miami s'est débrouillé. Je pense que les Raptors... Miami était un meilleur match pour les Raptors que les Celtics. Les Celtics, c'était la bête noire des Raptors. Donc, déception, oui, mais c'est une déception moyenne dans le cas de Siakam. Puis surprise aussi mitigée pour les Raptors, parce que cette petite déception en série parce qu'ils avaient mis la barre haute en saison régulière. Ouais. Et souvenez-vous, il y a des analystes aux États-Unis qui plaçaient les Raptors de Toronto hors des séries avant la saison 2019-2020. Messieurs, le temps file, il reste environ une quinzaine de minutes. J'aimerais qu'on poursuive avec peut-être là, vos moments favoris et j'aimerais que vous ameniez les gens derrière la caméra, peut-être hors des zones. Quel a été peut-être votre moment cocasse, votre moment favori lors de la diffusion des matchs de la NBA sur les ondes de RDS et RDS2? Peut-être à commencer avec Max Boudreau parce que je sais de quoi tu vas nous parler et c'est un moment qu'on a eu la chance de partager ensemble dans un match entre les Raptors et les Knicks de New York. Bon, on va commencer avec le moment cocasse. Donc, comme tu le mentionnes, on faisait un match, là, je pense que c'était à fin janvier. Là, il y avait au moins 30 pieds de neige dehors. Là. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la table. 30 pieds de neige. Max Boudreau avec pieds. l'exagération. Mais en fait, Bien qu'on s'était parlé, il faut savoir que Max dit... Boudreau a joué à Buffalo, là où il y a peut-être littéralement 30 pieds de neige Oui, parfois. Mais... oui, c'est sûr. Non, Will me connaît beaucoup. On s'était parlé un peu pour préparer cet avant-match-là, puis on dit, bon, OK, on a les Raptors contre les Knicks. Les Knicks allaient nulle part. Là, on dit, OK, on va focuser sur R.J. Barrett. R.J. Barrett se blesse. Là, on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre un peu de piquant là, au début de match? Puis, je sais pas de où tu as sorti ça, mais tu as dit, c'est la soirée thématique Star Wars au Madison Square Garden. J'ai dit, bon, mais regarde, je vais aller chercher des toutous Star Wars, puis on va les mettre sur le plateau juste avant de commencer pour faire notre introduction, parce que, écoute, on a tellement de budget qu'on s'est dit, on est capable de faire ce qu'on veut. Et là, j'aurais pas approuvé ça si j'avais su. Fait que là, il me dit, OK, c'est beau, mais il faut que ça fait. Fait que, écoute, je suis allé au magasin du coin, au Walmart, pour pas le nommer. J'achète deux figurines. Les figurines restent là pendant tout le match, mais tu sais, on en parle un peu, mais le lendemain, il se dit, bon, ben, j'ai ces deux figurines-là. Mes enfants sont trop jeunes pour connaître c'est qui Chewbacca puis Yoda. Fait que je les ai retournés au magasin, je me suis fait rembourser. C'est bon. Écoute, et le pire, c'est que je pense qu'on se souvient davantage de ça que du match comme tel entre les Raptors et les... William, pour toi, peut-être le moment cocasse ou spécial lors d'une diffusion de match? Ça c'était son moment cocasse ou favori de la saison, c'était de se faire rembourser des moment cocasse. Walmart. C'était cocasse. Je prends des notes ici. Là. Moment cocasse, mais le moment favori, Matt, on le fait ensemble. OK, on revient. OK, c'est beau, vas-y. William, moment cocasse. En fait, moi, de mon bord, je ne vais pas commencer avec un moment cocasse. Ça allait commencer avec un moment qui m'a vraiment touché. Comme on le sait tous, Kobe Bryant est décédé le 26 janvier dernier. Et on a diffusé le match entre les Portland Trail Blazers et les Lakers qui était en hommage à Kobe Bryant. Mm-hmm. Et sérieusement, du 26 au 31, c'était vraiment des moments émotifs pour n'importe qui était partisan du basket, connaissait Kobe Bryant ou qui avait suivi Kobe Bryant tout au long de leur carrière de joueur ou en tant que juste partisan en général. Donc, la préparation pour ce match-là, tout au long aussi de l'hommage à Kobe Bryant, l'avant-match, Usher qui a chanté, ça a été vraiment émotif pour nous autres qui étaient sur le plateau. Puis lui aussi avait les larmes aux yeux tout le long. Ça, c'était quelque chose qui était très touchant pour nous. Les Lakers ont perdu ce match-là, malheureusement. Mais l'affaire qui fait comme un pont à ce sujet-là, je vous dirais, puis qui est devenu, on pourrait dire, un moment cocasse ou intéressant ou le fun, c'est le match des étoiles par la suite, qui a eu lieu quelques semaines plus tard et qu'on a vu le trophée de MVP changer de nom et devenir le Kobe Bryant Award pour le joueur le plus utile du match des étoiles. Et aussi le fait qu'on a intégré la nouvelle façon de terminer les matchs des étoiles. On ne sait pas si ça va être implanté pour les prochaines années, mais cette année,
c'était le Elam Ending, où est-ce qu'on accumulait les scores des équipes lors des 3 premiers quarts. Et il fallait il fallait marquer 24 points ou avoir un écart de 24 points lors du 4e quart. Et on s'était dit au début, là, ça va tout changer la donne. Ça va être un match très bizarre. Il va y avoir personne qui va être intéressé. Ça va ruiner le spectacle. Et en fin de compte, c'était possiblement un des matchs des étoiles le plus intéressant qu'on a jamais pu voir. Moi, je me souviens, pendant le match des étoiles, j'étais debout en train de crier, d'écrire le match avec Peter. On capotait. On avait Kyle Lowry qui prenait des fautes offensives dans un match des étoiles. On n'avait jamais vu ça. Et finalement, ça se termine avec, je pense que c'était un lancer franc. Un lancer franc. C'était Anthony Davis. Ouais, mais même à ça, ça ne dérange pas. C'était Anthony Davis, mais c'était tellement un match des étoiles qui était. C'est comme. C'était vraiment la façon que Kobe Bryant serait donné sur le terrain. Compétiteur jusqu'à la dernière seconde tout au long du match des étoiles. Et les joueurs se sont donnés à 100%, offensivement tant que défensivement. Ça m'a vraiment marqué au courant de cette saison-là. Et William, simplement pour revenir là, sur le fameux match entre les Trailblazers et les Lakers, c'est possiblement le match le plus bizarre que j'ai eu la chance d'écrire à RDS. D'une part, là, tu parles de l'avant-match. Donc, tu étais au bout du plateau. Peter était à mes côtés. Et là, Peter, je pense que 3 minutes après le début de l'hommage, Peter, comme tu l'as dit, a les larmes aux yeux. Et non seulement il a les larmes aux yeux, il pleure à côté de moi. Je regarde Peter, je pleure à mon tour. Et pendant toute la première demi, là, on a parlé de Kobe Bryant. On a parlé de Kobe sur les images du match, tout simplement. C'était un grand moment. Je suis très fier d'avoir eu la chance de décrire ce match-là à vos côtés, messieurs, donc William et Peter. C'est un moment que je vais me souvenir assurément tout au long de ma vie. Max, on va revenir à toi également pour que tu puisses nous dire finalement c'est quoi le plus grand moment de la saison 2019-2020. Ensuite, on ira à Mathieu puis à Mika. Écoute, j'en ai 2, mais le premier, c'est avec Mathieu. Là, on a fait le comeback de l'histoire des Raptors juste avant Noël. D'enfance, là, les Mavericks. J'ai toujours adoré les Mavericks. J'ai appelé mon garçon Maverick à cause de cette équipe-là. Puis les Mavericks gagnaient par presque, je pense, 32 ou... je me souviens plus, là, mais c'était plus que 30 points. C'était un match à sens unique. Exact. C'était un match à sens unique. Puis, coup après coup, on commence le 4e quart. C'est sûr qu'on n'est pas aussi dedans, moi et Mathieu, que lorsqu'un match est serré, palpitant, qu'on se lève de nouveau match, mais peu à peu, les Raptors ont commencé à revenir dans le match. Puis là, la foule est revenue parce que c'était un match à Toronto. Et finalement, les Raptors qui gagnent le match, écoute, c'était incroyable. Là. C'était presque un conte de fées. Là. C'était comme un film de Walt Disney. C'était toute une performance des Raptors, un beau match à décrire. Et le meilleur match que j'ai décrit, c'était en compagnie de Peter et Mathieu, c'est le match numéro 6 cette année, Boston contre Toronto en 2e période de prolongation. Les Raptors faisaient face à l'élimination, on le sait. Je pense que ce match-là, de la mi-temps jusqu'à la fin de la 2e prolongation, on ne s'est pas assis une seconde. On était les 3 debout, les 2 mains sur le desk, proche de la télé pour être sûr qu'on regarde tout. C'était des jeux des 2 côtés, là, c'était des highlights des faits saillants après faits saillants, là, soit un gros bloc, un gros dunk, c'était incroyable. Sur le Sunday, les Raptors ont gagné, puis ça forçait un match numéro 7. On disait, écoute, le momentum est rendu du côté de Toronto. On vient de scier les jambes des Celtics en 2. Malheureusement, le match numéro 7 était un peu flat, si je peux dire. Mais ça a été mes 2 grands moments là, cette année là, de match décrit. Là. Donc, un gros comeback des Raptors et le match là, en 2e prolongation en série. Mathieu Maker, en 2 minutes chacun, votre moment, vos moments favoris de la saison.
Moi, j'en ai 3, je vais y aller vite, là, parce que le premier, c'est celui que Max a parlé, le 22 décembre, 3 jours avant Noël. On ne s'attendait pas à grand-chose. Les Raptors perdent par 30, ça allait nulle part. On embarque Hollis Jefferson, Boucher, fin du 3e quart. On les garde sur le terrain au 4e, et là, tout d'un coup, ça commence à débouler. C'est ça, les moments magiques du sport, c'est quand on s'y attend le moins, puis quand ça sort de nulle part. Ça, c'était un moment magique qui est sorti de nulle part. Ensuite, pour moi, ça a été le match numéro 7, Thunder Rockets, avec Lou Gantz, qui connaît le moment de sa carrière jusqu'à présent, très jeune carrière, mais ça aussi, c'est sorti de nulle part parce qu'il ne connaissait pas une série extraordinaire. Oui, il faisait parler de lui parce que défensivement, il faisait travailler Harden, mais en attaque, c'était très moyen. Là, tout d'un coup, il se met à réussir des 3 points. C'est le meilleur marqueur de l'équipe, c'est la recrue. Une recrue qui fait ça dans un match 7 des séries, c'était de l'inédit. Et mon dernier, c'est le tir d'Anunoby, match numéro 3. Ouais. Contre les Celtics, il ne reste même pas une seconde. On embarque tackle fall pour lui mettre de la pression sur la sortie de balle de Larry. La série a l'air finie. Ils vont perdre 3-0 là, après qu'ils ne réussissent pas ça. Et Anunoby réussit un tir où il se débarrasse du ballon rapidement. Ça n'avait aucun bon sens. Ça a redonné vie à la série. Et la constante de ces 3 histoires-là, c'est que tu es debout devant le bureau, devant l'écran, comme un fan, mais qui a une perspective privilégiée dont la voix est transmise aux partisans partout au Québec. Puis c'est des moments qui donnent des frissons. Fait que ça, tant qu'on en a 1 ou 2 par année, moi, j'ai pas envie d'arrêter de faire ce job-là. Moi, j'étais content d'être là pour ce tir-là parce que j'étais jaloux de l'année passée quand Kawhi a réussi son tir dans le 7e match contre Philadelphie. Et là, de voir Anunoby redonner vie aux Raptors. La preuve qu'il leur a redonné vie, on est allé jusqu'en 7e match. Mais comme on a déjà parlé de ça, je vais vous parler de mon moment le plus cocasse, le plus bizarre et probablement le plus honteux de ma petite carrière télévisuelle. La première chronique que j'ai faite cette année à RDS, Mathieu me dit tu peux arriver avant, on va faire ta chronique avant le match. Et je pars de chez moi en après-midi, un peu pressé. Il y a des travaux chez nous, je croise le contracteur, on jase un peu trop longtemps. Mon char est barré dans la ruelle. Fait que finalement, j'arrive à dernière minute, dernière seconde. J'arrive en studio, je me change, j'embarque sur le plateau. Et je vous rappelle qu'à cause de la COVID, il n'y a pas de maquilleuse. Donc, j'ai chaud. Et là, je me mets à avoir chaud. Et il n'y a plus rien qui arrête. J'ai juste chaud, j'ai chaud. Et là, je pense au fait que j'ai chaud, fait que j'ai encore plus chaud. Je fais ma chronique, Mathieu me regarde, il me dit « Hey, ça a super bien été, c'est vraiment bon. » Mais je le sais que j'ai eu chaud. Je regarde après ça la vidéo, puis je commence. Ça paraît pas trop sur un cellulaire, mais sur une grosse télé HD, ça paraît en maudit. Et là, j'essaie d'oublier ça. Je suis obsédé pendant une semaine. Et là, avant ma prochaine chronique, ma blonde, elle rit de moi pendant une semaine. Et là, Mathieu me texte, il dit « Parfait pour la chronique, viens, voici, qu'est-ce qu'on va faire, blablabla. » Et il me dit, 3 petits points après, « Pense à t'amener une serviette. La dernière fois, tu as eu vraiment chaud. » La honte de ma vie, les gars. Et là, je suis sûr que cette chronique est disponible sur la RDS. Oui, c'est certain. On va aller la regarder. On va la partager à nouveau là, sur les réseaux sociaux dans quelques minutes à peine. Hey, je suis jamais arrivé à la dernière minute après ça pour ma chronique. C'était parfait. Alors, messieurs, si vous voulez bien, le mot de la fin, on va le donner à notre ami Peter Yiannopoulos. Peter? Non, Peter n'est toujours pas là. Messieurs, c'est vraiment là, un honneur, un privilège d'avoir la chance, encore une fois, de travailler avec vous tous lors de la saison 2019-2020. On ne sait pas quand la prochaine saison de la NBA va recommencer. Chose certaine, on va assurément avoir du plaisir parce qu'on est vraiment une très belle gang. Et malgré le fait peut-être qu'on avait la langue à terre là, à la suite de ce marathon, j'ai tellement hâte de recommencer à travailler avec vous tous. Merci également pour votre présence dans cette dernière édition du balado du Centre-Ville de la saison 2019-2020. Donc, surveillez-nous sur les médias sociaux pour savoir quand on va recommencer. Finalement, peut-être une édition spéciale Joueur autonome, qui sait. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve là pour le début de la saison 2021. Peut-être que ce sera une saison 2020-2021. Qui sait, mais encore une fois, merci à vous tous, messieurs. Merci tout le monde. C'était vraiment un plaisir aussi. Oui, papa, merci. vive Espagna, vive RDS.